Chant 3. Le soleil s'éleva au-dessus des très belles eaux vers la voûte des reins, pour éclairer les immortels et les mortels sur la terre des blés. Ils arrivèrent à Pylos, la forte citadelle de Nestor. Les Pyliens sacrifiaient sur la grève des taureaux noirs aux dieux de sombre chevelure. Il y avait 9 rangs de siège et 500 hommes par rangée, avec 9 taureaux en face d'eux. Ils mangeaient les abats, brûlaient les cuisseaux pour le dieu, quand survinrent les voyageurs qui carguèrent les voiles du vaisseau blanc, ramèrent encore. Débarquèrent. Télémaque à son retour débarqua derrière Athéna. La première, Athéna dont l'œil étincelle, parla. « Télémaque, il n'est plus question de crainte désormais, car si tu as franchi ces eaux, c'est pour savoir quelle terre cache ton père et quel fut son destin. Ainsi donc, va droit à Nestor, le dresseur de chevaux. Apprenons quelle pensée se loge dans son âme. Il ne mentira pas, car c'est un homme réfléchi. » Télémaque le réfléchit, dit en réponse. « Comment aller à lui, mentor, et comment l'aborder ? Je ne sais pas encore user de paroles prudentes. Et puis, un jeune homme craint d'interroger un vieillard. » Athéna, dont l'œil étincelle, répondit. « Télémaque, les mots que tu n'auras pas trouvés seul, quelque dieu te les soufflera. Car je ne pense pas que tu sois né sans leur accord à tous. » Ayant ainsi parlé, Pallas Athéna l'amena rapidement, et ils marchaient sur ses traces divines. Ils gagnèrent la réunion des Pyliens et les sièges où Nestor et ses fils étaient assis. Ces gens, autour, préparaient le festin, grillaient ou embrochaient des viandes. Dès qu'ils virent les étrangers, tous accoururent, les mains tendues, pour les inviter à s'asseoir. Pisistrate, fils de Nestor, s'avançant le premier, leur prit la main et les fit s'asseoir pour la fête sur d'épaisses toisons dans les sables de mer, aux côtés de son père et de son frère Thrasimède. Il leur servit leur part d'abats, versa le vin dans une coupe d'or et dit, en la tendant à Pallas Athéna, fille de Zeus le portégide. « Ô étranger, veuille prier le seigneur Poséidon, car c'est sa fête qu'arrivant ici vous surprenez. Quand tu auras prié, fais l'offrande en homme pie. Passe la coupe de vin doux à ton ami, pour qu'il verse à son tour. Il me paraît que lui aussi doit implorer les dieux, car tout homme a besoin des dieux. Toutefois, il est ton cadet, nous sommes du même âge. C'est donc d'abord à toi que j'offrirai le vase d'or. » Là-dessus, il lui mit en main la coupe de vin doux. Athéna fut charmée de cet homme juste et sensé, qui n'avait pas omis de lui donner la préséance. Aussitôt, longuement, elle implora le seigneur Poséidon. « Écoute, maître de la terre, et ne refuse point à qui t'implore le succès de l'entreprise. En tout premier, donne à Nestor et à ses fils la gloire. Accorde ensuite à tout autre gens de Pylos un prix gracieux pour la somptueuse hécatombe. Enfin, à Télémaque et moi, le succès de l'affaire pour laquelle un sombre croiseur nous amena ici. » Telle fut sa prière, elle l'exauçait elle-même. À Télémaque, elle passa la coupe à anse double. Il ne prononça pas une prière différente. Quand on eut retiré du feu tous les filets grillés, on fit les parts, et le festin fastueux commença. Lorsqu'on eut apaisé la soif et l'appétit, Nestor le Gérénien, maître des chars, prit la parole. « Il n'est plus indécent de demander aux étrangers qui ils sont, dès qu'ils ont joui des plaisirs du repas. Qui êtes-vous? D'où venez-vous par les routes humides? Êtes-vous des marchands? Ou irez-vous à l'aventure, tels les pirates sur les eaux qui vous rôdent, risquant leur vie en attaquant les nations d'autres langues? » Télémaque le réfléchit, lui répondit alors, avec l'audace que Pallas lui avait inspirée, pour questionner Nestor à propos de son père absent. « Nestor, fils de Nélée, honneur de l'Achéie, tu me demandes d'où nous sommes. Je réponds.
Nous arrivons d'Ithaque, au pied du mont Néion. L'affaire qui m'amène est privée, non pas officielle. Je poursuis les moindres échos du grand nom de mon père, le divin, le patient Ulysse, dont on dit que c'est avec ton aide qu'il emporta Troie. Tous les autres guerriers qui combattirent pour Ilion, nous savons où ils ont trouvé leur triste fin. Lui seul, Zeus a voulu que sa fin nous demeure obscure. Nul, en effet, ne peut nous préciser où il est mort, si c'est sur terre, entre de criminelles mains, ou dans la haute mer, parmi les vagues d'Amphitrite. Voilà pourquoi je suis à tes genoux, avec l'espoir que tu me parles de sa triste fin, soit que toi-même tu l'aies vue, soit que notre errant te l'ait conté. Car sa mère enfanta le plus misérable des hommes. Que pitié, ni égard, ne te fasse rien adoucir. Conte-moi tout dans le détail, quoi que tu aies pu voir. Je t'en prie, si jamais mon noble père Ulysse t'a prêté le secours de sa parole ou de son bras au pays des Troyens, dans le temps de vos peines. Souviens-t'en aujourd'hui pour moi et dis la vérité. Nestor le Gérénien, maître des chars, lui répondit. Tu me fais souvenir, ami, des maux qu'en cette plaine, nous autres, fils des indomptables Grecs, avons subis. Soit quand avec la flotte dans la mer brumeuse nous partions pour piller, sous le commandement d'Achille, soit quand nous combattions pour la haute cité du roi Priam. Là-bas sont morts les meilleurs d'entre nous. Là-bas gisent Ajax, rival d'Arès, et notre Achille. Là-bas Patrocle, l'admirable conseiller. Là-bas encore mon fils bien-aimé, fort, intrépide, Antiloque, le plus rapide et le plus belliqueux. Mais ce ne furent pas tous nos maux. Qui pourrait, chez les mortels, les dénombrer jamais? Songerais-tu à demeurer ici 5 ou 6 ans pour me sonder sur les malheurs là-bas des Grecs, que bien avant, lassé, tu regagnerais ta patrie? Pendant 9 ans, il nous fallut accumuler ruse sur ruse, avant que Zeus enfin les couronnât. Et s'il était là-bas quelqu'un à qui nul n'eût songé à disputer le prix de l'invention, c'était Ulysse, maître entre toutes les ruses. Et ton père, s'il est bien vrai que tu sois son enfant. La stupeur me gagne à ta vue. Il est vrai que tu parles comme il faut, comme on ne croirait pas que pût parler un si jeune homme. Ah, Troie! De tout ce temps, Ulysse et moi jamais n'eûmes de désaccord à l'agora ni au conseil, mais d'un seul cœur, par la prudente réflexion, nous ne cherchions jamais que le succès des Achéens. Quand nous eûmes pillé la citadelle de Priam, Zeus, hélas, réserva aux Grecs un funeste retour, parce qu'ils n'écoutaient ni la raison ni la justice. C'est ainsi que beaucoup d'entre eux eurent un triste sort par le courroux funeste de l'enfant du Tout-Puissant qui fomenta une querelle entre les deux Atrides. Ils avaient tous deux convoqué les Argiens en assemblée au coucher du soleil, sans raison, contre tout usage. Les fils des Grecs y arrivèrent pris de vin. Ils leur dirent alors la raison de la réunion. Ménélas demandait à tous les Achéens de songer au retour sur le dos énorme des eaux. Agamemnon s'y opposait résolument, car il voulait retenir les soldats, dresser les saintes hécatombes, dans l'espoir d'apaiser la colère de la déesse. Un enfant qui croyait devoir être obéi. On n'influence pas si aisément les éternels. Ils restèrent ainsi à échanger des violences. Les Achéens guettrés se levèrent avec des clameurs inouïes et s'opposèrent en 2 camps. Nous passâmes la nuit à nous répéter nos griefs. Zeus ajustait déjà sur nous le fardeau du malheur. Nous mîmes nos vaisseaux à la mer dès l'aurore pour y charger nos biens et les femmes de taille fine. Cependant, la moitié de l'armée demeura avec l'Atride Agamemnon, berger des peuples. On s'embarqua, rama d'abord, et bientôt les vaisseaux cinglés. Un dieu avait calmé l'abîme au monstre. À
Ténédos, nous sacrifiâmes aux dieux dans l'espoir du retour. Mais Zeus le refusait encore, suscitant de nouveau par cruauté une querelle. Les uns, s'en retournant, gagnèrent leurs vaisseaux arqués autour d'Ulysse, le seigneur sage et subtil, et repartirent pour complaire au roi Agamemnon. Moi, cependant, avec tous les vaisseaux qui me suivaient, je fuis, sachant quel mot nous réservait encore le ciel. Puis, le fils de Tidée, avec ses gens, fit comme moi. Quelque temps après nous s'embarqua Ménélas le fauve. À Lesbos, il nous retrouva, qui méditions la route. Passerions-nous plutôt au-dessus des écueils de Chios, sur l'île de Psyra, en gardant Chios à main gauche, ou au-dessous de l'île, au large du Mimas venteux? Le dieu à qui nous demandions un signe l'accorda, nous enjoignant de prendre par la haute mer, droit sur l'Eubée, pour échapper au plus vite au désastre. Un bon vent aigu se leva, et les vaisseaux filèrent sur les routes des poissons. La même nuit, ils touchaient au Géreste, où, pour tant d'espace arpenté, plus d'une cuisse de taureau brûla pour Poséidon. Au bout de 4 jours, les hommes de Diomède, le dresseur de chevaux, mouillaient leurs vaisseaux balancés devant Argos. Je débarquais ici. Pas un instant le vent dont nous favorisait un dieu n'était tombé. C'est ainsi, mon enfant, que je rentrai ignorant tout, même qui fut sauvé et qui périt. Mais tout ce que j'apprends dans mon palais, sans en bouger, tu le sauras. Je ne cacherai rien, car c'est justice. On dit les Myrmidons bien rentrés, ces lances glorieuses qui conduisaient l'illustre fils du généreux Achille, et Philoctète aussi, le splendide fils de Péas. Idoménée a ramené tous ses guerriers en Crète. Réchappés des combats, la mer n'en a point enlevé. Pour l'Atride, si loin que vous vivez, vous aurez su son retour et la triste fin qu'Égiste lui tramait. Non moins triste fut cependant le châtiment. Aussi, est-ce un grand bien que de laisser derrière soi un fils? Comme ce fils a fait payer le meurtrier, Égiste le rusé, qui lui avait tué son père. Et toi, ami, grand et beau comme te voilà, sois courageux pour être glorifié plus tard. Télémaque le réfléchit, dit en réponse. Nestor, fils de Nélée, honneur de l'Achéie. Certes, il s'est bien vengé, et les Argiens chanteront même aux hommes de demain sa grande gloire. Ah, si les dieux voulaient m'accorder un pareil pouvoir pour châtier les affreux forfaits des prétendants qui, contre moi, insolemment, déchaînent leur fureur. Mais les dieux ne nous auront pas réservé cette joie à mon père et à moi. Il ne reste plus qu'à subir. Nestor, le Gérénien, maître des chars, lui répondit. En effet, noble ami, ce que tu dis me le rappelle. On dit que pour ta mère, en ton palais, des prétendants nombreux machinent des malheurs, contre son gré. Dis-moi, si tu les subis de plein gré, ou si des gens dans le peuple t'en veulent, à la suite de quelque oracle? Qui sait s'il ne reviendra pas punir les violences, qu'il soit seul, ou que tous les Achéens soient avec lui? Si Athéna, dont l'œil étincelle, te protégeait, comme elle a protégé le glorieux Ulysse, au pays des Troyens, dans le temps de nos peines. Jamais je n'ai pu voir des dieux marquer rouvertement plus de faveur à un mortel que Padas à ton père. Si seulement, du même cœur, elle voulait t'aider, j'en sais qui aurait vite fait d'oublier ce mariage. Télémaque le réfléchit, dit en réponse. Vieillard, je doute que ce vœu soit jamais exaucé. Tu vas trop loin. Un vertige me prend. Cette espérance, quand les dieux mêmes voudraient l'exaucer, resterait vaine. Athéna, dont l'œil étincelle, dit alors. Quel propos, Télémaque, t'est-il échappé? Un dieu, même de loin, peut, s'il le veut, sauver un homme.
Quant à moi, je préférerais peiner beaucoup pour revenir chez moi et vivre l'heure du retour plutôt que de rentrer pour mourir, comme Agamemnon, par la ruse d'Égiste et de sa femme, est mort. Il est vrai que le mort est le sort commun, que les dieux n'en peuvent même préserver leurs favoris quand leur vient funeste ou la cruelle mort les jette à bas. Télémaque le réfléchit, dit en réponse. Mentor, laissons cela, malgré notre chagrin. En vérité, il ne rentrera plus. Déjà les dieux lui dépêchent la noire mort et son génie. Mais je veux maintenant poser encore une question à Nestor, puisqu'il est la justice même et le sens. On dit qu'il a régné déjà sur 3 générations, de sorte qu'il me semble voir devant moi quelques dieux. Fils de Nélée, dis-moi la vérité. Comment l'Atride, le grand roi Agamemnon, a-t-il péri? Où était Ménélas? Quel piège lui machina donc Égiste le rusé pour tuer bien meilleur que lui? Il faut que Ménélas ne fût point là et qu'il courût le monde tout ailleurs pour que l'autre ait osé tuer. Nestor, le Gérénien, maître des chars, lui répondit. Sur ce point, mon enfant, je te dirai toute la vérité. Tu as toi-même deviné ce qui fut advenu si Ménélas le Fauve, à son retour de Troie, avait trouvé Égiste encore vivant dans sa maison. Sur ce mort, il n'eut même pas versé de terre, mais les chiens, les oiseaux fussent venus le dépecer dans la plaine, loin de la ville, et aucune Achéenne ne l'eût pleuré. Son crime avait été trop grand. Tandis que nous restions là-bas à soutenir combat sur combat, lui, tranquille, au fond du pays des chevaux, assiégeait la femme d'Agamemnon de ses douceurs. Elle, certes, d'abord refusa l'acte abominable, car la divine Clytemnestre était femme de bien. Elle avait auprès d'elle un aède, qu'Agamemnon, partant pour Troie, avait adjuré de veiller sur elle. Mais lorsque le destin l'eut empoigné pour la dompter, alors cet homme fut conduit dans une île déserte, où on l'abandonna pour la pâture des oiseaux. Elle voulut ce qu'il voulait, et il la prit chez lui. Alors il fit brûler plus d'un cuisseau sur les autels. Alors il suspendit plus d'une offrande, or et étoffe, pour avoir réussi ce crime auquel il n'osait croire. Pendant ce temps, nous revenions ensemble de Troade, l'Atride et moi, liés d'une étroite amitié. Mais comme nous touchions au Sounion, le Syncap d'Athènes, Apollon s'avança et vint soudainement frapper de ses traits les plus doux le pilote de Ménélas, tenant en main la barre du navire qui cinglait. C'était Phrontis, fils d'Onétor, lequel, mieux que personne, savait tenir la barre où se déchaînaient les tempêtes. Ménélas s'arrêta, en dépit de son impatience, pour rendre les derniers devoirs à son compagnon mort. Mais lorsque, reparti sur la mer aux couleurs de vin, dans ses profonds vaisseaux, il atteignit la côte abrupte du Malais, l'assourdissant voulut empêcher son retour, déchaîna le sifflement des vents aigus et fit s'enfler des vagues comme des montagnes. De sa flotte coupée, il mena une part en Crète, où sur les bords de l'Iardanos vivent les Sidoniens. On peut voir au cap de Gortine, dans la brumeuse mer, une roche de pierre nue qui tombe à pic dans l'eau. Sur le flanc de ce pic, le sud pousse la grande houle, vers Phaistos. Et la houle, par lui, est repoussée. Ils arrivèrent là. Les hommes s'en tirèrent non sans mal. Les vaisseaux furent fracassés par les vagues sur les écueils. Seuls 5 vaisseaux bleus à la proue, par la houle et le vent, furent entraînés en Égypte. C'est ainsi qu'amassant vivres et or en abondance, il croisa jusque chez les peuples d'autres langues. Égiste, cependant, ourdissait ses horreurs, et, l'Atride tué, tout le peuple lui fut soumis.
Pendant 7 ans, il gouverna Mycène pleine d'or. Mais la 8e année vint son malheur. Le noble Oreste, rentré d'Athènes, qui tua le meurtrier. Puis, quand il l'eut tué, il offrit le repas funèbre pour son odieuse mère et pour le lâche Égiste. Ce jour-là, revenait Ménélas vociférateur, ramenant des trésors autant qu'en pouvaient ses vaisseaux. Ainsi, enfant, n'erre pas trop longtemps loin de chez toi, abandonnant tes biens dans ta demeure à des héros insolents à ce point. Crains qu'ils ne te dévorent tous, se partagent tes biens et ne rendent vain ton voyage. Je te conseillerais plutôt d'aller voir Ménélas, car lui est revenu tout récemment de l'étranger et d'un pays d'où l'on n'espère point rentrer une fois que vous ont entraîné les tempêtes au-delà d'une mer que les oiseaux même ne peuvent repasser dans l'année, tant elle est périlleuse et vaste. Tu peux t'y rendre maintenant sur ton navire. Préfères-tu la route? J'ai un char et des chevaux, et j'ai des fils qui te conduiront volontiers jusqu'à Sparte, pays du fauve Ménélas. Implore-le de te dire la vérité. Il ne mentira pas, car c'est un homme réfléchi. Il dit. Le soleil se coucha, le crépuscule vint. Et Athéna, dont l'œil étincelle, leur dit. Assurément, vieillard, tu as fort bien parlé. Mais allons, détachons les langues, mélangez le vin, afin qu'à Poséidon et aux autres dieux immortels, l'offrande faite, nous songions au lit. Car c'en est l'heure. Le jour descend, déjà vers les ombres. C'est indécence que de traîner même au festin des dieux. Il faut partir. Ainsi dit-elle, et l'on obéit à sa voix. Des héros vinrent leur verser l'eau sur les mains, des pages couronnèrent les cratères de boissons et versèrent les parts de libation de coupe en coupe. Les langues dans le feu, ils se levèrent pour l'offrande. Quand la libation faite, ils eurent bu tout leur content, Télémaque, pareil aux dieux, et Athéna s'apprêtèrent à regagner leur creux navire. Mais Nestor les retint avec les paroles suivantes. Zeus et les autres dieux veuillent m'épargner cet affront de vous voir, de chez moi, regagner votre prompt navire, comme si vous étiez les invités d'un pauvre hère, chez qui les couvertures et les draps feraient défaut, de sorte que ni lui, ni ses hôtes ne dorment bien. Non, j'ai ici des draps très beaux, des couvertures. Il ne sera pas dit que le fils de l'illustre Ilus aura été couché sur son tillac de mon vivant, ni d'ailleurs tant qu'il y aura des fils dans ce palais pour accueillir tous les étrangers, quels qu'ils soient. Athéna, dont l'œil étincelle, dit alors. Tu as fort bien parlé, cher vieillard. Il convient que Télémaque agrée à ton désir. Ce sera mieux. Maintenant, celui-ci te suivra donc et passera la nuit dans ton palais. Moi, je retourne au noir vaisseau pour donner quelques ordres et rassurer mes compagnons. Je me trouve en effet parmi eux le seul homme d'âge. Les autres sont de jeunes gens, contemporains de Télémaque, et c'est par amitié qu'ils l'ont suivi. J'irai donc maintenant m'étendre auprès du noir navire. Demain, au petit jour, je me rendrai chez les Cocones, où la créance qui m'attend n'est point minime et point nouvelle. Et toi, puisqu'il est venu pour te voir, accorde-lui un char, ton fils pour guide et des chevaux, les plus vifs et les plus puissants dont tu disposes. Là-dessus, Athéna, dont l'œil étincelle, partit sous l'aspect d'une orfrée. Chacun fut saisi de stupeur, et le noble vieillard, à cette vue, s'émerveilla. Il prit la main de Télémaque et lui dit « Ami, je ne crains pas que tu sois jamais lâche ou vil, si c'est ainsi déjà que les dieux te servent de guide. Car c'était là sans doute un immortel, et rien de moins que la fille de Zeus, la pillarde, Tritogénie, qui déjà distingua ton noble père entre les Grecs.
Ô patronne, sois-nous propice, accorde-nous la gloire, à moi, à mes enfants, à ma digne épouse. Je t'en remercierai d'une forte vache d'1 an encore sauvage, à qui nul n'aura fait porter le joug. Je te la donnerai avec les cornes peintes d'or. » Telle fut sa prière, et la déesse l'entendit. Nestor le Gérénien, maître des chars, les conduisit avec ses gendres et ses fils à sa belle maison. Arrivés au palais somptueux de ce prince, ils allèrent s'asseoir l'un après l'autre sur les sièges. En leur honneur, le vieillard mélangea dans le cratère un vin très doux, vieux de 11 ans, que l'intendante venait d'ouvrir en enlevant la coiffe de la jarre. Le vieillard fit lui-même le mélange et, procédant à l'offrande, pria fervement Athéna. Quand la libation faite, ils eurent bu tout leur content. Chacun rentra chez soi pour se coucher. Nestor, le Gérénien, maître des chars, fut installé Télémaque, fils bien-aimé du noble Ulysse, en quelques lits de camp sous la sonore galerie, et mit auprès de lui Pisistrate, le capitaine, le dernier de ses fils à n'être pas marié encore. Lui-même alla dormir au fond de la haute demeure, où la dame lui tenait prêt le lit et le coucher. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, Nestor le Gérénien, maître des chars, quitta son lit et sortit pour s'asseoir sur les pierres polies qu'on pouvait voir devant les portes élevées reluire de vernis. C'était là que naguère Nélée, le conseiller admirable, venait s'asseoir. La mort l'ayant vaincu, il était déjà chez Hadès, et Nestor, rempart des Argiens, y avait pris sa place, le sceptre en main. Autour de lui, tous ses fils se groupèrent, arrivant de leur chambre, Échéphron, Stratios, puis Persée, Arétos, Thrasimède et Galodieu. En 6e parut le héros Pisistrate. Puis, auprès du vieillard, Télémaque fut amené. Nestor le Gérénien, maître des chars, prit la parole. « Hâtez-vous, mes enfants, de réaliser mon désir, afin qu'avant tout autre dieu, je fléchisse Athéna, qui se révéla hier dans la joie du festin sacré. Allons, que l'un de vous aille à la plaine et en ramène au plus vite une vache, accompagnée de son bouvier. Qu'un autre, au vaisseau noir de Télémaque, aille chercher ses compagnons et n'en laisse que 2. Qu'un 3e fasse venir ici Laërque, le doreur, pour qu'il couvre d'or les cornes de la vache. Vous autres, restez tous ici et dites aux servantes de préparer par la demeure un festin magnifique et de nous apporter sièges, bois et eau pure. » Ainsi dit-il, et chacun s'empressa. La vache vint de la plaine, et du prompt navire balancé vinrent les gens de Télémaque, et puis le doreur vint, apportant les outils de bronze pour son art, l'enclume, le marteau et les bonnes tenailles avec quoi il travaille l'or. Athéna vint enfin assister à l'offrande. Nestor, le conducteur de chars, fournit l'or. L'artisan le façonna, puis en couvrit les cornes de la vache pour mieux plaire à la déesse. Échéphron, Stratios, menait la bête par les cornes. Arétos sortit du trésor. Il portait l'eau lustrale dans un bassin fleuri, et de son autre main, la corbeille des orges. Et Thrasimède était debout, à côté de la bête, la hache en main, prêt à l'abattre. Persée tenait le vase à sang. Le conducteur de chars répandit l'eau lustrale et les orges. Puis, une fois brûlé, les poils pris sur la tête, il pria la déesse. Lorsqu'ils eurent prié et répandu les orges, aussitôt, l'ardent fils de Nestor, Thrasimède, s'avança et frappa. La hache trancha les tendons du garrot, brisa la force de la vache. On ulula, c'étaient les brus, les filles, la digne femme de Nestor, Eurydice, aînée des filles de Clymène. Ils soulevèrent au-dessus du sol, aux grandes voix, la tête de la bête. Le capitaine Pisistrate l'égorgea. Lorsque le sang noir eut coulé,
l'âme quittait les os, ils dépaissèrent promptement, coupèrent les cuisseaux selon l'ordre établi, les couvrirent de graisse des deux côtés et posèrent dessus les morceaux crus. Le vieillard les grilla sur des bûches, versa dessus le vin couleur de feu. Les jeunes gens tenaient les broches. Quand les cuisseaux furent brûlés et les abats mangés, ils hachèrent le reste, ils l'embrochèrent, puis le firent griller à la pointe des broches. La belle Polycaste, entre-temps, baignait Télémaque, et c'était la plus jeune entre les filles de Nestor. Quand elle l'eut lavé et frotté d'huile fine, elle le revêtit d'une cape et d'une tunique. Quand il sortit du bain, on aurait dit un immortel. Il alla prendre place auprès du berger des nations. Quand on eut retiré du feu les filets bien grillés, on s'assit pour manger. De nobles pages se levèrent et dans les coupes d'or leur versèrent le vin. Quand on eut apaisé la soif et l'appétit, Nestor le Gérénien, maître des chars, prit la parole. « Attelez, mes enfants, les chevaux de belle crinière pour Télémaque, en sorte qu'ils se mettent en route. » Ainsi dit-il. Ils obéirent à son ordre et attelèrent promptement au char les chevaux vifs. L'intendante vint y poser le pain, le vin, et ces mets que mangent les rois nourris par Zeus. Télémaque monta sur le splendide char. Puis le fils de Nestor, Pisistrate le capitaine, monta à ses côtés et prit les rênes dans les mains. Il fit claquer son fouet. Les chevaux, volontiers, bondirent vers la plaine, quittant la citadelle de Pylos. Ils firent tout le jour trembler le joug qui les couplait. Le soleil se coucha et l'ombre envahissait les rues. Ils atteignirent Phère et la demeure de Dioclès, fils d'Ortiloque, dont le père fut Alphée. Celui-ci leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, les chevaux attelés, ils montèrent sur le char peint. Il fit claquer son fouet. Les chevaux volontiers bondirent. Ils atteignirent une plaine avec du blé, et peu après arrivèrent au but, tant les chevaux s'étaient hâtés. Le soleil se coucha, et l'ombre envahissait les rues. Chant 4. Ils atteignirent les profonds ravins de Laconie, et s'étant rendus au palais du glorieux Ménélas, ils le trouvèrent qui offrait à une foule de parents un banquet pour les noces de ses 2 enfants. Sa fille, il l'a donnée au fils d'Achille impétueux, car devant Troie, il en avait fait la promesse, et les dieux maintenant l'accomplissaient. Aussi l'envoyait-il avec des chevaux et des chars à la cité des Myrmidons, sur qui régnait ce prince. À son fils, il donnait la fille d'Alector de Sparte. C'était son préféré, le vigoureux Mégampentès, né d'une esclave, car les dieux refusaient à Hélène un autre enfant depuis la naissance d'Hermione, la douce Hermione, comparable à Aphrodite. Donc, les parents et les voisins du glorieux Ménélas festoyaient sous les hauts plafonds de sa demeure, dans la joie. Devant eux, le divin Aède chantait sur la lyre. 2 acrobates parmi eux, suivant le rythme de son chant, pirouettaient. Et c'est alors que dans l'entrée avec leur char, le héros Télémaque et le brillant fils de Nestor s'arrêtèrent. Comme ils sortaient, Étéoné les vit, l'un des lestres servants du glorieux Ménélas. Il revint en donner nouvelle au berger des nations et s'approchant lui dit ces paroles ailées. « Ô roi nourri par Zeus, il y a là 2 étrangers, 2 hommes qui ont l'air de la race même de Zeus. Dis-moi si nous devons dételer leurs coursiers ou s'il nous faut les envoyer ailleurs chercher accueil. » Rempli d'indignation, le fauve Ménélas lui dit « Éténoé, jusqu'à aujourd'hui, tu ne te montras pas si sot. Et te voilà qui radote comme un enfant. Pourtant, nous avons bien souvent mangé le pain d'autrui avant de regagner notre patrie.
et veuille Zeus à l'avenir nous l'épargner. Allons, dételle les chevaux des étrangers, puis viens les introduire à notre table. » Il dit. Et Théoné courut dehors et invita d'autres lestres servants à venir avec lui. Ils dételèrent les chevaux qui suaient sous le joug. Les ayant attachés aux crèches de cavalerie, ils leur portèrent de l'épeautre avec de l'orge blanche. Ils dressèrent le char contre le mur éblouissant, puis ils firent entrer les voyageurs. Dans le palais du roi nourri par Zeus, ils s'avançaient émerveillés. Un éclat comme de la lune ou du soleil rayonnait sous les hauts plafonds du glorieux Ménélas. Puis, quand leur vue s'en fut rassasiée, ils descendirent se baigner dans les bassins polis, les femmes les ayant lavées et frottées d'huile, vêtues d'une tunique et d'un manteau frisé de laine. Ils s'assirent sur des fauteuils auprès de Ménélas. Une femme, portant dans une belle aiguière d'or l'eau lustrale, en versa pour le rincer des mains dans un bassin d'argent et leur dressa une table polie. Puis la digne intendante s'avança, portant le pain, et généreusement les entretint sur ses réserves. Enfin, les invitant, le fauve Ménélas leur dit « Restaurez-vous, régalez-vous, ô étrangers. Plus tard, quand vous aurez fini, nous demanderons votre nom. Certes, la race de vos pères en vous n'a point péri. Vous êtes bien du rang des rois nourris par Zeus, car des vilains ne feraient pas de tels enfants. » Là-dessus, de ses propres mains, il leur servit le morceau qu'on lui réservait, un beau filet de bœuf. Ils tendirent les mains vers les mets présentés. Quand on eut apaisé la soif et l'appétit, Télémaque dit au brillant fils de Nestor, en se penchant vers lui, de peur que les autres n'entendent, « Regarde donc, fils de Nestor, joie de mon âme, comme le bronze resplendit dans ce palais sonore, et l'électron, et l'or, et l'argent, et l'ivoire. Ne croirait-on pas dans la cour du château de Zeus devant tant de merveilles? La stupeur me gagne à leur vue. » Le fauve Ménélas, néanmoins, surprit ces paroles, et il leur adressa ces paroles ailées. « Nul mortel, mes enfants, ne peut le disputer à Zeus, car ses palais et ses trésors ne passent point. Des hommes, je ne sais s'il en est qui me le disputent en richesse. Il fallut maintes souffrances et maintes errances pendant 7 ans pour amener cela sur mes navires, croiser à Chypre, en Phénicie et en Égypte, toucher les Éthiopiens, les Sidoniens et les Érambes, et la Libye enfin, où les agneaux naissent cornus. Oui, les brebis là-bas sont portantes 3 fois l'année. Là-bas, jamais ni maître, ni berger ne manque de fromage, de viande ou de lait doux, car les mamelles des brebis ne peuvent point tarir. Et cependant que moi, roulant ainsi, j'accumulais beaucoup de biens, quelqu'un m'assassinait mon frère, pas surprise, en secret, dans le piège de l'adultère. Aussi n'ai-je plus de joie à régner sur ces richesses. Vos pères vous l'auront appris qui que vous puissiez être. J'ai longuement souffert et j'ai perdu une maison confortable, avec tout ce qu'elle contentait. J'aimerais mieux n'avoir aujourd'hui que le tiers de tout cela, et que fussent vivants les guerriers qui périrent dans la plaine de Troie, loin d'Argos et de ses chevaux. Et néanmoins, quoique je pleure sur eux tous, assis en cette salle bien souvent, tantôt cédant à la douceur des larmes, et tantôt me ressaisissant, car du frisson glacé des pleurs, on n'est vite repu. Néanmoins, je ne pleure aucun d'eux, malgré mon chagrin, autant qu'un seul, dont la mémoire m'ôte l'appétit et le sommeil, parce que nul Nargien n'a supporté ce qu'Ulysse a subi. Et il n'allait en retirer qu'un regain de soucis, et moi, la peine intolérable de le voir si longtemps absent, et d'ignorer encore s'il est vivant ou mort. Et sans doute qu'aussi le pleure le vieux Laërte, et la tranquille Pénélope, et cet enfant qu'il dut quitter tout nouveau-né. Ainsi dit-il, le fils sentit monter les pleurs. Au cher nom de son père, il laissa tomber une larme, et des 2 mains, il ramena devant ses yeux son manteau
pourpre. Ménélas s'en aperçut, mais il se demanda dans son âme et dans ses entrailles s'il allait le laisser parler lui-même de son père ou s'il commencerait par longuement l'interroger. Comme il songeait ainsi dans son âme et dans ses entrailles, sur le seuil de la haute chambre parfumée, Hélène parut, telle Artémis aux flèches d'or. Adraste alors lui avança une chaise ouvragée, Alcippe la couvrit d'un tapis de laine moelleuse, Philo lui apporta la corbeille d'argent reçue d'Alcandre, femme de Polybe, qui vivait à Thèbes, cité d'Égypte où les palais regorgent de richesses. Polybe avait offert 2 baignoires à Ménélas, toutes d'argent, 10 talents d'or et 2 trépieds. Sa femme avait offert à Hélène de très beaux dons. Une quenouille d'or, une corbeille avec des roues, toutes d'argent. Or les lisières peintes d'or. Sa suivante, Philo, la lui avançait maintenant, pleine de laine bien filée. Et par-dessus, une quenouille était posée, chargée de laine sombre. Elle s'assit dans le fauteuil, une escabelle aux pieds, et sans attendre questionna son noble époux. « Savons-nous, Ménélas, enfant de Zeus, qui peuvent être ces jeunes gens qui viennent d'arriver chez nous ? Je puis faire une erreur, mais mon cœur m'invite à parler, car jamais je n'ai vu pareille ressemblance chez homme ou femme, et je n'en puis croire mes yeux. N'est-ce point là le fils du valeureux Ulysse, Télémaque, l'enfant que dut quitter tout nouveau-né de ce roi, quand pour la chienne que j'étais, vous autres Grecs fûtes portés la guerre audacieuse sous Ilion ? Le fauve Ménélas lui fit cette réponse. « Femme, je viens d'avoir le même sentiment que toi. Ce sont là bien ses pieds, ce sont là bien ses mains, les éclairs de ses yeux, sa chevelure, son visage. Et comme il n'y a qu'un instant me souvenant d'Ulysse, je disais toutes les misères qu'il avait subies pour moi, je l'ai vu qui laissait couler de grosses larmes et ramenait devant ses yeux son manteau pourpre. » Pisistrate, fils de Nestor, prit la parole. « Astride Ménélas, enfant de Zeus, grand capitaine, oui, tu l'as deviné. Ce prince est bien le fils d'Ulysse, mais il est réservé et il craindrait au fond de lui, en ce premier abord, de se montrer impertinent devant toi, que nous écoutons parler comme un vrai dieu. Nestor, le Gérénien, maître des chars, m'a envoyé pour lui servir de guide, car il désirait te voir et obtenir de toi une aide ou un conseil. Quand le père est absent, le fils, dans le palais, endure bien des maux. S'il n'a pas d'autre défenseur, ainsi de Télémaque, Ulysse absent, il n'a personne dans le pays pour le préserver du malheur. » Le fauve Ménélas lui fit cette réponse. « Dieu, c'est donc vrai. À mon palais est arrivé le fils de celui qui passa pour moi tant d'épreuves, et je m'étais promis de l'accueillir mieux qu'aucun autre. Pour peu que Zeus, l'assourdissant, nous accordât à nous et à nos prompts vaisseaux de refranchir la mer, je lui aurais alors cédé une ville en Argos et bâti un palais. Je l'aurais fait venir d'Ithaque avec ses biens, son fils, tout son peuple, vidant pour lui une de ces cités des alentours dont je suis roi. Alors, étant ici, nous aurions pu nous voir souvent et rien n'aurait troublé les plaisirs de notre amitié, jusqu'à ce que l'ombre de la mort nous enveloppe. Sans doute a-t-il fallu qu'un dieu nous enviât ses songes, puisqu'il refuse le retour à ce seul malheureux. » Il parlait, en chacun faisant naître un désir de pleurs. Et pleura Hélène d'Argos, fille de Zeus, et pleura Télémaque, et pleura Ménélas, l'Atride, et même le fils de Nestor ne garda les yeux secs. Il pensait dans son âme à l'irréprochable Antiloque qu'avait tué le brillant fils de l'aurore éclatante. Tout à se souvenir, il dit ces paroles ailées. « Atride, que tu fusses le plus réfléchi des hommes, le vieux Nestor nous le disait lorsque nous t'évoquions dans le palais, et que nous interrogions sur toi. Aujourd'hui, s'il se peut, écoute-moi, je n'aime point que les pleurs attristent le soir. La fille du matin viendra bientôt, alors je comprendrai qu'on pleure sur les morts
et sur ceux que le sort a frappés. Aussi n'est-il pas d'autre hommage pour ces malheureux que de couper sa chevelure et de mouiller ses joues de larmes. Pour moi, mon frère est mort, et ce n'était pas le plus vil des Achéens. Tu dois le savoir mieux que moi, qui ne l'ai point connu. On dit qu'il était, entre tous, Antiloque, le plus rapide, le plus belliqueux. Le fauve Ménélas lui fit cette réponse. « Ami, tu as dit tout ce que dirait, ce que ferait un homme réfléchi et moins jeune que toi. Fils d'un tel père, tu ne pouvais parler que sensément. On reconnaît là facilement la race de celui que Zeus rendit heureux dans son mariage et ses enfants, comme Nestor qui l'autorise à passer tout le temps de sa vieillesse en son palais, dans l'abondance, entre ses fils, sachant manier la lance. Il a raison. Nous mettrons fin aux pleurs qui nous avaient surpris et songerons de nouveau à manger. Que sur nos mains l'eau soit versée. Demain à l'aube, Télémaque et moi, nous nous entretiendrons des affaires qui vous amènent. » À ces mots, Asphalion répandit de l'eau sur leurs mains. C'était l'un des lestres servants du glorieux Ménélas. Ils tendirent les mains vers les mets présentés. Mais Hélène, fille de Zeus, eut alors une idée. En hâte, elle jeta dans le cratère où l'on puisait une drogue, endormant toute colère et toute peine. Quiconque en avalait, mélangé au vin du cratère, de tout le jour ne répandait plus une larme. Eût-il même perdu ses parents, son père et sa mère? Eût-il vu devant lui de ses propres yeux son frère ou son bien-aimé fils succomber sur l'épée? Hélène disposait ainsi de maints charmes rusés que lui avait fournis Polydamna, femme de Thon, en Égypte, où la terre au blé produit en abondance toute espèce de simples, salutaires ou funestes, et où les médecins sont les premiers savants du monde, étant tous de la descendance de Péon. Quand elle eut répandu la poudre et prié de servir, pour répondre aux propos de Ménélas, elle reprit. « Atride Ménélas, enfant de Zeus, et vous qui êtes fils de noble, vous le savez, Zeus distribue ici le bien et là le mal, car il peut tout. Aussi bien maintenant cédez au plaisir du festin et des paroles. Mon récit sera de circonstances. Certes, je ne pourrais vous énumérer tous les exploits qui furent ceux du patient Ulysse. Mais ceci seulement qu'accomplit ce vaillant guerrier au pays des Troyens, dans le temps de vos peines. Après s'être lui-même affreusement meurtri le corps et revêtu de vieux haillons, semblable à un esclave, il pénétra dans la ville ennemie aux larges rues. Il essayait de contrefaire quelqu'un d'autre, un mendiant. Lui si peu mendiant sur les navires. Ainsi pénétra-t-il dans la ville de Troie. Et tous furent dupés. Moi seul, en cet aspect le reconnus. Je l'interrogeai donc. L'astucieux se déroba. Mais quand je l'eus baigné et frotté d'huile fine, que je lui eus donné d'autres habits et fait serment de ne pas révéler Ulysse aux gens de Troie, avant qu'il n'eût rejoint les prompts navires et les tentes, il m'exposa dans ses détails le projet des Argiens. Puis, maint Troyen passé au fil de son épée, il rejoignit les Grecs avec son butin de nouvelles. Les Troyennes poussaient des cris aigus. Mais moi, mon cœur jubilait, car déjà retourné, il rêvait du logis, et je déplorais la folie qu'Aphrodite m'avait fait en m'entraînant si loin de ma patrie, délaissant notre fille, notre chambre, et un époux corné autant qu'un autre, la beauté et la raison. » Le fauve Ménélas lui fit cette réponse. « Ô femme, assurément, tu as fort bien parlé. J'ai déjà pu connaître les pensées et les façons de beaucoup d'hommes, et j'ai beaucoup roulé de par le monde, mais mes yeux ne m'auront jamais fait voir courage comparable à celui du patient Ulysse. Voici un autre exploit qu'accomplit ce vaillant guerrier. Dans le cheval de bois où nous gitions, toute l'élite des Grecs, portant la mort et le meurtre aux Troyens. Tu vins où nous étions. Sans doute, tu avais poussé quelque divinité qui voulait la gloire de Troie. Et Déiphobe, égal aux dieux, s'avançait sur tes pas. Ayant tourné 3 fois autour du piège, en le tâtant, tu appelas chacun par son nom les princes d'Argos en imitant la voix de leur épouse. Moi, cependant, le fils de Tidée et Ulysse, nous étions là au milieu d'eux à écouter ta voix, et déjà,
tous les deux, nous nous levions, ne songeant plus qu'à bondir au dehors ou à répondre sans attendre. Mais Ulysse, malgré notre désir, nous réfréna. Les fils des Grecs restaient tous ainsi, sans mot dire. Or Anticlos qui s'apprêtait encore à te répondre, mais Ulysse lui mit ses 2 fortes mains sur la bouche et le contint, pour le salut de tous les Grecs, jusqu'à ce que Païas Athéna t'éloignât. Télémaque le réfléchit, dit à son tour. Atride, Ménélas, enfant de Zeus, grand capitaine, ma douleur n'en fait qu'augmenter. Il n'a pas pour autant échappé à la triste mort, ce cœur de fer. Mais allons, menez-nous à notre couche pour qu'enfin, étendus, nous gitions et nous goûtions aux douceurs du sommeil. Ainsi dit-il. Hélène invita les servantes à dresser sous la galerie des lits de camp, à les couvrir de beaux draps couleur pourpre, à poser dessus des tapis et des capes laineuses dont on put s'envelopper. Une torche à la main, elles sortirent de la salle et dressèrent les lits. Un héros conduisit les hôtes. C'est là, devant l'entrée de la maison, que se couchèrent le héros Télémaque et le brillant fils de Nestor. L'Atride alla dormir au fond de la haute demeure et près de lui, Hélène, au très long voile, vint s'étendre. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, le vociférateur bondit hors de son lit. Quand il fut habillé, il mit son glaive sur l'épaule, glissa ses pieds brillants dans de belles sandales et sortit de sa chambre. On aurait dit un immortel. Il vint s'asseoir auprès de Télémaque pour lui dire « Quelle nécessité, ô Télémaque, t'amena ici à la divine Sparte, sur le dos énorme des eaux. Est-ce affaire privée ou politique? Dis-le-moi. » Télémaque le réfléchit, dit en réponse « Atride, Ménélas, enfant de Zeus, grand capitaine, je suis venu à toi pour t'interroger sur mon père. Mes biens sont dévorés, mes grands domaines dévastés, ma maison pleine d'ennemis qui, tous les jours, me saignent mes moutons et mes bœufs fauves aux pieds torts. Prétendants de ma mère, ils ne sont que morgue et violence. Voilà pourquoi je suis à tes genoux, avec l'espoir que tu me parles de sa triste fin, soit que toi-même tu l'aies vu, ou qu'un autre errant te l'ait conté. Car sa mère enfanta le plus misérable des hommes. Que pitié, ni égard ne te fasse rien adoucir. Conte-moi tout dans le détail, quoi que tu aies pu voir. Je t'en prie, si jamais mon noble père Ulysse t'a prêté le secours de sa parole ou de son bras au pays des Troyens, dans le temps de vos peines, souviens-t'en aujourd'hui pour moi et dis la vérité. » Rempli d'indignation, le fauve Ménélas lui dit « Hélas! Faut-il que dans le lit de ce faillant rêve d'aller coucher ceux-là même qui ne sont que des lâches? Ainsi, lorsque la biche, en l'antre du puissant lion, déposant ses petits, non encore sevrés, va courir les coteaux et paître l'herbe des vallées, le lion, entre-temps, revient à sa tanière et fait subir aux 2 petits un sort affreux. Ainsi, Ulysse leur fera subir un sort affreux. Puisse-t-il, par Zeus père, Apollon, Païas Athéna, tel que naguère je le vis dans la forte Lesbos, se lever pour répondre au défi du Philomélide, le terrasser pour la jubilation des Achéens. Tel puisse-t-il demain entreprendre les prétendants. Il ferait de rapides morts, d'amers mariés. Mais tu m'as questionné, supplié, je ne saurais donc éluder tes questions, ni te leurrer par des mensonges. De tout ce que m'a dit l'infaillible vieux de la mer, je ne veux te dissimuler le moindre mot. Moi qui brûlais de repartir, les dieux me retenaient en Égypte pour avoir négligé leur hécatombe. Les dieux n'admettent point qu'on transgresse jamais leurs lois. On peut voir là une île, dans la houle de la mer, face aux bouches du fleuve. On la nomme Pharos. Et en un jour, un profond vaisseau peut l'atteindre, pour peu qu'il soit favorisé d'un bon vent clair. Là se trouve un bon port, d'où l'on relance en haute mer les vaisseaux balancés qui y puisent à la sombre Égade. Depuis 20 jours, les dieux m'y retenaient, sans que l'on vît le moindre de ces vents de mer se lever, qui escortent les navires profonds sur le dos énorme des eaux. Tous les vivres, la force de mes gens eussent fondu, si l'une des déesses ne m'avait pris en pitié. La fille de Protée, le vigoureux vieux de la mer, y doté. J'avais dû profondément toucher son âme.
Elle m'aborda donc, comme géré loin de mes gens qui passaient leurs journées à pêcher sur le tour de l'île, avec des hameçons crochus. La faim tordait mon ventre. Elle s'approcha donc et me dit ces paroles. « N'es-tu donc qu'un enfant ou un étourdi inconnu? Ou te résignes-tu parce que tu aimes souffrir? Depuis le temps que tu es là, captif, tu n'as pas pu découvrir une issue, et tes hommes perdent courage. » À ces mots, je lui dis en guise de réponse. « Ô déesse, qui que tu sois, comprends-moi bien. Ce n'est pas de plein gré que je n'interdis. Sans doute ai-je pu offenser les dieux qui règnent sur le ciel. Mais toi, dis-moi plutôt, puisque les dieux n'ignorent rien, lequel d'entre eux m'entrave et me barre la route. Et comment revenir par la mer poissonneuse ?» Ainsi parlais-je, et la déesse aussitôt répondit. « Oui, je vais, étranger, te répondre en toute franchise. Un vieillard de la mer, infaillible, hante ces parages. C'est Proté l'Égyptien, un immortel, qui a sondé tous les trous de la mer et qui dépend de Poséidon. On dit qu'il est mon père et l'auteur de mes jours. Eh bien, ce vieillard-là, si tu pouvais le prendre au piège, il te dirait la route et les mesures de ta route, et comment revenir par la mer poissonneuse. Il te dirait aussi, enfant de Zeus, si tu le voulais, tout ce qui s'est passé, en bien et en mal, au palais, depuis que tu poursuis cette route longue et pénible. » À ces mots, je lui dis en guise de réponse, « Je te laisse le soin du piège ou prendre ce vieillard, car me voyant venir, me devinant, il s'enfuirait. Il n'est jamais facile à un mortel de vaincre un dieu. » Ainsi parlais-je, et la déesse aussitôt répondit. « À l'heure où le soleil a franchi la moitié du ciel, on voit sortir de l'eau l'infaillible vieux de la mer, d'abord caché sous les risées obscures du zéphyr. Il sort, il va s'étendre en ses antres profonds. Autour de lui, les phoques nés de la fille des mers dorment en troupe, émergeant de la grise écume, en exhalant l'âcre parfum des profondeurs marines. C'est là que je te conduirai au point du jour. Je vous y posterai sur un rang. Tu auras choisi sur tes navires bien pontés les 3 meilleurs marins. Et maintenant, sache les sortilèges du vieillard. D'abord, il comptera et il inspectera ses phoques. Puis, quand il en aura bien fait le compte sur ses doigts, il s'étendra entre eux comme un berger dans son troupeau. Alors, à peine l'aurez-vous vu s'endormir, ne soyez plus pour un instant que force et violence, et tenez ferme, quelque mal qu'il se donne pour fuir. Il s'y essaiera, en empruntant toutes les formes qui rampent sur la terre, et celles de l'eau et du feu. Mais, loin de le lâcher, vous n'en serez que plus fort. Puis, lorsque de lui-même il t'interrogera, ayant repris la forme qu'il avait en s'endormant, tu le délivreras, renonçant toute violence, et lui demanderas quel est le dieu qui te poursuit et comment revenir sur la mer poissonneuse. » Sur ces mots, elle disparut dans leur mou. Pour moi, vers les vaisseaux échoués dans le sable, j'allais, chemin faisant, mille pensées troublaient mon cœur. Puis, lorsque j'eus rejoint le navire et la mer, nous apprêtâmes le souper. La nuit céleste vint, et nous nous étendîmes sur la frange des brisants. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, sur le bord des vastes espaces de la mer, j'allais, priant les dieux. J'emmenais avec moi 3 compagnons, en qui j'avais toute confiance. Cependant, Idothée ayant plongé au sein des eaux, on avait ramené fraîchement écorchés les 4 peaux de phoque qui devaient duper son père. Puis, elle avait creusé des trous dans le sable du bord, et s'étant assise, attendait. Nous approchâmes. Elle nous posta sur un rang, 1 peau sur chacun. Ce fut le plus affreux de l'aventure, car l'odeur de ces enfants de la saumure était atroce. Qui, aussi bien, prendrait un de ces monstres dans son lit? Mais elle nous sauva par l'invention d'un bon remède. Sous les narines de chacun de nous, elle fit s'élever un céleste parfum qui chassa l'odeur monstrueuse. Et de tout le matin, nous attendîmes patiemment. Les phoques en troupeau sortirent de la mer. Ensuite, ils se couchèrent sur la frange des brisants. À midi, le vieillard sortit de l'eau, trouva ses phoques toujours gras, en fit la revue, puis le compte. Nous fûmes les premiers qu'il compta. Et son âme n'éventa
point la ruse. Puis il s'étendit à son tour. C'est alors qu'en hurlant nous bondîmes pour l'empoigner, mais le malin vieillard, n'ayant point oublié ses tours, d'abord se transforma en lion de belle crinière, puis en dragon, puis en panthère, puis en porc. Nous cependant le tenions ferme, patiemment, mais lorsque le vieillard eut épuisé ses sortilèges, il se tourna vers moi et me posa cette question. « Avec quel dieu as-tu comploté, fils d'Atrée, pour me prendre contre mon gré en ce piège, et pourquoi ?» À ces mots, je lui dis en guise de réponse. « Tu le sais bien, vieillard, à quoi bon cette diversion? Depuis le temps que je suis là, captif, je n'ai pas pu découvrir une issue, et mon courage s'amenuise. Mais toi, dis-moi plutôt, puisque les dieux n'ignorent rien, lequel d'entre eux m'entrave et me barre la route, et comment revenir sur la mer poissonneuse ?» Ainsi parlais-je, et il me dit aussitôt en réponse. « Tu aurais dû, avant de t'embarquer, offrir à Zeus et aux autres divinités de belle hécatombe, si tu voulais rentrer rapidement dans ta patrie, car le sort t'interdit de voir les tiens, de retrouver ta solide maison et la terre de ta patrie, avant d'avoir revu les eaux de l'Égyptos, le fleuve issu du ciel, et d'y avoir offert des hécatombes aux immortels qui possèdent le ciel immense. Alors, les dieux te rouvriront la route dont tu rêves. » En entendant ces mots, je sentis mon cœur éclater, car il fallait que je retourne dans la brumeuse mer jusqu'en Égypte, route longue et malaisée. Néanmoins, je lui dis en guise de réponse. « Oui, vieillard, je ferai ce que tu m'ordonnes de faire. Mais voyons, parle-moi sans rien dissimuler. Sont-ils tous rentrés, sauf, avec leur vaisseau, les Argiens qu'au départ d'Ilion nous lassâmes, Nestor et moi, ou tel a-t-il péri à bord d'une mort sans douceur, ou dans les bras des siens, une fois la guerre achevée? » Ainsi parlais-je, et il me dit aussitôt en réponse. « Pourquoi ces questions, Atride? Il n'est point nécessaire que tu le saches, et que tu perces mes pensées, crois-moi. Tes yeux ne resteront point secs lorsque tu sauras tout, car si beaucoup ont survécu, beaucoup sont morts. Les chefs des Archéens, cuirassés de bronze, 2 seuls ont péri pendant le retour. Au camp bas, tu y fus. Un autre, encore vivant et captif de la vaste mer. Ainsi, Ajax périt dans sa flotte aux longues rames. Poséidon le fit échouer d'abord aux grandes roches des Gyres et les sauva des menaces des eaux. Il ne sera point mort malgré la haine d'Athéna s'il ne s'était rendu coupable de grave insolence, proclamant qu'en dépit des dieux, il échappait au gouffre. Poséidon l'entendit crier cette bravade. Aussitôt saisissant de ses fortes mains son trident, il en frappa la roche Gyre et la fendit en 2. Une moitié resta debout, l'autre sombra, où se tenait Ajax quand il fit cette grave faute. La roche l'entraîna parmi les flots infinis. Ton frère, lui, put échapper à bord de ses vaisseaux au génie de la mort. La royale Héra le sauva. Mais il allait doubler les abruptes falaises du Malais, quand une tempête l'enleva, le rejeta, tout gémissant, vers les poissons du large. Et quand, même de là, son retour parut assuré, les dieux firent tourner le vent, qui ramena l'Atride à la pointe des champs, où Thyeste avait sa demeure autrefois, et où habitait alors son fils Égiste. Là, plein de joie, il mit le pied sur le sol de ses pères. Il touchait, baisait sa patrie. Et il pleurait à chaudes larmes, heureux de voir cette terre. De sa guette, un guetteur le vit, qui avait aposté Égiste le rusé en lui promettant un salaire de 2 talents d'or. Il veillait là toute l'année, de peur que débarqué à leur insu, il ne se montrât. Plein de sa force, il courut porter la nouvelle au pasteur des nations. Aussitôt, Égiste conçut son traquenard. Ayant choisi parmi le peuple 20 guerriers, il les cacha, et fit d'ailleurs apprêter un festin. Puis il descendit au devant d'Agamemnon, berger des peuples, avec des chars et des chevaux, méditant l'abomination. Il l'amena chez lui, aveugle de sa mort, l'abattit en plein repas, comme on tue un bœuf à la crèche. Aucun ne survécut des compagnons qui le suivirent dans le palais d'Égiste, et ils furent tous tués sur place. En entendant ces mots, je sentis mon cœur éclater. Je pleurais dans la salle. Et je voulais plus être vivant ni voir la clarté du soleil. Enfin, que je me fus assez roulé dans les sanglots, l'infaillible vieux de la mer m'interromput.
Ne perds donc pas ainsi ton temps à pleurer, fils d'Atrée. Nous n'y gagnerons rien. Sans tarder davantage, tente plutôt de retourner dans ta patrie, où tu le trouveras vivant, ou au reste te prévenant l'aura tué, et tu assisteras aux funérailles. Là-dessus, malgré mon chagrin, dans ma poitrine, mon âme fière de nouveau reprit courage, et je lui adressai ces paroles ailées. Pour ces deux-là, je sais. Mais nomme-moi donc le troisième, celui qui vit encore, prisonnier de la vaste mer. Ainsi parlais-je, et il me dit aussitôt en réponse. C'est le fils de Laërte, le seigneur d'Ithaque. Je l'ai vu sur une île, où il versait de lourdes larmes, dans la demeure de la nymphe Calypso, qui le retient contre son gré. Il ne peut pas regagner sa patrie, car il n'a ni vaisseaux à rame, ni marins, qui puissent l'emmener sur le dos énorme des eaux. Quant à toi, Ménélas, les dieux ne te réservent pas de trouver ton destin dans les haras d'Argos. C'est aux Champs-Élysées, aux confins de la terre, que t'enverront les dieux, où vit le fauve Rhadamante. Là-bas, la vie pour les mortels n'est que douceur, pas de neige, à peine d'hiver, jamais de pluie, mais toujours le doux sifflement du vent du nord, montant de l'océan pour donner la fraîcheur aux hommes. Car le mari d'Hélène est pour eux le gendre de Zeus. Sur ces mots, le vieux disparut dans les remous. Pour moi, vers les vaisseaux et mes rameurs divins j'allais. Chemin faisant, 1000 pensées troublaient mon cœur. Puis, lorsque j'eus rejoint le navire et la mer, nous apprêtâmes le souper. La nuit céleste vint, et nous nous étendîmes sur la frange des brisants. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, on tira tout d'abord les navires dans l'eau divine, on déposa le mât et les voiles dans les navires. Les hommes embarqués, ils prirent place avec leurs tolets en bon ordre et frappèrent de leurs rames la mer grise. Ainsi, aux eaux de l'Égyptos, ce fleuve issu du ciel, je ramenai ma flotte et sacrifiai les hécatombes. Lorsque j'eus apaisé le courroux des dieux éternels, j'élevai en mémoire de mon frère un monument. Mon devoir accompli, je rentrai. Les dieux me donnèrent un bon vent qui bientôt me ramena dans ma patrie. Mais quant à toi, demeure donc à mon palais, le temps que 11 ou 12 jours encore s'écoulent. Puis, je te renverrai avec de splendides présents, 3 chevaux et un char poli, à quoi j'ajouterai une superbe coupe, afin que chaque jour, offrant aux immortels la libation, tu penses à moi. Télémaque le réfléchit, dit en réponse. Non, Ménélas, ne me retiens point davantage. Sans doute, je pourrais rester assis à tes côtés, toute une année sans regretter mes parents ni mon toit. Si vif est le plaisir que je prends à prêter l'oreille à tes récits. Mes gens doivent s'impatienter à la cité des sables, car je n'ai que trop tardé. Des présents que tu veux m'offrir, j'accepte le joyau. Les chevaux, je ne puis les amener dans mon Ithaque. C'est un luxe pour toi. Tu règnes sur d'immenses plaines où vient le trèfle en abondance, le souchet, le blé, l'épeautre et l'orge blanche en belles plantes. En Ithaque, il n'y a ni chaussée ni prairie. Terre à chèvres que je préfère au pays des chevaux. Aucune île des eaux n'a de carrière ou de prairie pour l'élevage. En Ithaque, moins qu'aucune autre. À ces mots, Ménélas le vociférateur sourit, le flatta de sa main et lui dit ces paroles. À t'écouter, mon fils, on juge de ton sang. Aussi te changerai-je ces cadeaux, car je le puis. Et de tous les trésors que cache ma maison, je t'offrirai le plus précieux et le plus beau. Je t'offrirai un cratère ouvragé, tout en argent, et les lèvres couvertes d'or, une vraie œuvre d'Héphaïstos. Je l'ai reçu de Phaïdimos, le roi des Sidoniens, dont la demeure m'accueillit à mon retour ici, et je désire qu'il soit tien. Tandis qu'ils échangeaient ensemble ces propos, les convives gagnaient la demeure du roi divin. Ils amenaient du vin, force de l'homme, et des moutons. Leurs épouses voilées leur envoyaient le pain. Tandis que dans la salle ils étaient tous à leur repas, les prétendants devant la grande salle d'Ulysse s'adonnaient au lancer des disques et du javelot sur l'esplanade où d'ordinaire ils paradaient. Eurymaque et Antinos se trouvaient assis là, les chefs des prétendants que leur mérite distinguait. Or, Noémon, fils de Phronios, s'approcha d'eux pour poser à Antinos cette question.
Antinoos, quelqu'un saurait-il, oui ou non, quand Télémaque reviendra des salles de Pylos? Il est parti sur mon bateau. Et j'en aurai besoin pour aller dans la vaste Élide, où j'ai 12 juments, avec sous elles leurs mulets infatigables, encore sauvages, et j'en veux ramener pour les dresser. À ces mots, la stupeur les envahit. Ils le croyaient non point embarqué pour Pylos, mais quelque part au champ vers les troupeaux, ou encore chez le porcher. Alors Antinoos, fils de Pitée, lui dit « Ah, dis-moi la vérité, quand est-il parti, et qui donc l'accompagnait? Des jeunes gens, choisis dans notre Ithaque, ou bien ses esclaves et employés, car il l'eût pu. Dis-moi aussi avec franchise, que je sache, s'il t'a pris ton navire noir par violence, ou si tu lui as donné sur sa prière, de plein gré. » Le fils de Phronios, Noémon, répondit « Je lui ai donné de plein gré. Et que peut-on faire quand quelqu'un comme lui, l'âme occupée par le souci, s'adresse à nous? Il serait dur de refuser ce prêt. Des jeunes gens dans le pays les meilleurs après nous l'accompagnent. Pour les guider, j'ai vu qui s'embarquait Mentor, à moins qu'un dieu eût emprunté ses traits. Mais je suis étonné, hier matin, j'ai aperçu Mentor, que j'avais vu pourtant s'embarquer pour Pylos. » Ayant ainsi parlé, il regagna la maison paternelle, l'irritation gagna l'âme fière des chefs. Ils firent cesser les jeux et s'asseoir les prétendants. Alors Antinoos, fils de Pitée, prit la parole, plein de dépit. Ses entrailles étaient toutes noires de fureur et ses yeux flambaient comme du feu. « Malheur! Voilà mené à chef insolemment l'exploit de Télémaque ce voyage. Et nous étions sûrs de l'échec. Si, en dépit de tous, cet enfant a osé partir, mettre un navire à l'eau, choisir l'élite du pays, il menace d'être un fléau. Veuille Zeus briser sa force avant qu'il devienne un homme. Mais allons, donnez-moi un prompt-navire et 20 rameurs, que j'aille m'embusquer et guetter son retour en Ithaque et les roches de Samé dans le détroit, afin que son filial périple ait une triste fin. » Ainsi dit-il, tous approuvés et ratifiés. On se leva bientôt pour gagner le palais d'Ulysse. Mais Pénélope ne fut pas longtemps à ignorer les desseins que les prétendants formaient dans leurs entrailles. Ce fut grâce à Médon, qui avait appris ces desseins comme il logeait dans la cour où les prétendants complotaient. Il courut emporter la nouvelle à Pénélope. Comme il passait le seuil, Pénélope l'interpella. « Héros, pourquoi les prétendants superbes t'envoient-ils? Est-ce pour demander aux servantes d'Ulysse de quitter leurs travaux et leur apprêter le festin? Si seulement leurs briques et leurs complots cessants, ils pouvaient banqueter pour la dernière fois ici. Toujours en ce palais, vous dévorez une fortune, l'héritage du sage Télémaque. Étant enfant, n'avez-vous donc jamais entendu vos pères conter comment Ulysse s'en avait agi avec eux, sans jamais une action, une parole injuste envers quiconque? C'est pourtant la coutume des rois. On persécute l'un, on favorise l'autre. Lui n'a jamais commis aucune faute envers personne, mais le fond de votre âme et vos actes abominables apparaissent ici, et il n'est plus de gratitude. » Homme de réflexion, Médon lui répondit. « Si encore, c'était là le pire, grande reine. Mais quelque chose de plus détestable se prépare parmi les prétendants. Puisse Zeus ne point l'accomplir. Ils songent à passer Télémaque, au fils de l'épée, à son retour. Il est parti s'enquérir de son père, à la divine Sparte et à Pylos, fils des sables. » À ces mots, ses genoux et son cœur défaillirent. Longtemps, elle resta sans pouvoir parler, et ses yeux se remplirent de larmes. Et sa voix chaude se brisa. Après un temps, elle put enfin lui répondre. « Héros, pourquoi mon fils est-il parti ? Et quel besoin de s'embarquer sur ces vaisseaux rapides, ces chevaux de la mer qui emportent l'homme dans l'humide espace ? Veut-il donc que le monde oublie jusqu'à son nom ?» Homme de réflexion, Médon lui répondit. « J'ignore si un dieu l'y incita, ou si lui-même a désiré gagner Pylos afin d'apprendre si son père va revenir, ou quel sort il a eu. » Ayant parlé ainsi, il s'éloigna, traversant le palais. La ruineuse douleur l'enveloppa. Elle ne put prendre aucune des chaises qui pourtant ne manquaient point, mais s'assit sur le seuil de la splendide chambre, gémissant à faire pitié. Autour d'elle pleuraient doucement toutes les femmes du palais, jeunes et vieilles.
Sans cesser de pleurer, Pénélope leur dit « Amis, c'est moi que Zeus a fait le plus souffrir de toutes celles qui sont nées en même temps que moi. J'avais déjà perdu un noble époux, cœur de lion que toutes sortes de vertus signalaient chez les Grecs. Un héros dont la gloire remplit l'Iliade et l'Argolide. Maintenant, c'est mon fils chéri que m'enlèvent les vents, sans gloire, loin d'ici, et je n'ai pas su qu'il partait. Cruel, vous ne pouviez pas songer, nul de vous, à me tirer du lit, puisque vous étiez au courant quand cet enfant s'est embarqué au creux du vaisseau noir. Ah, si j'avais imaginé qu'il pensait à partir, il n'aurait pas bougé d'ici, quel qu'en fût son désir, ou bien cette morte qu'il m'aurait laissée en ce palais. Mais que l'on court m'appeler le vieux Dolios, ce serviteur qui me donna mon père à mon départ, et qui tient mon vaste verger, pour qu'au plus vite, il aille raconter à Laërte ces choses. Peut-être pourra-t-il, inventant un remède ou venant à la ville, attendrir le peuple qui songe à éteindre sa race et celle du divin Ulysse. » La nourrice Euryclée alors lui répondit. « Tu peux, ma fille, me tuer d'un coup d'épée ou m'épargner, mais je me refuse à mentir. Je savais tout. C'est moi qui lui donnais ce qu'il voulait, et le pain et le vin doux. Il m'a contrainte sous serment à ne point te parler avant 12 jours écoulés, à moins que tu n'apprennes son départ et ton âge triste, pour que les pleurs n'altèrent point ta belle peau. Peigne plutôt ta face et passe tes vêtements purs. Remontez à l'étage en compagnie de tes suivantes. Va prier Athéna, fille de Zeus, le porte-égide. Elle seule pourrait te tirer de la mort. N'aggrave point les malheurs du vieillard. Je ne crois pas que les dieux bienheureux aient tant de haine pour la race du fils d'Achésios. Et il subsistera des maîtres pour sa haute demeure au milieu de ses gras domaines. » Alors la reine endormit ses sanglots, sécha ses yeux. Puis, la face baignée et de purs habits revêtus, remontée à l'étage en compagnie de ses suivantes, elle emplit d'orge une corbeille et pria la déesse. « Écoute-moi, fille du porte-égide, Atritonoé, si jamais l'ingénieux Ulysse en ce palais te fit brûler de gras cuisseaux de bœuf ou de mouton, souviens-t'en et sauve mon fils aujourd'hui. Chasse ses prétendants dont l'arrogance est agressive. » Alors elle ulula, et son imprécation fut entendue. Dans l'ombre de la salle tempêtaient les prétendants, tels de ces jeunes prétentieux allaient disant « Sans doute, ces noces que la reine recherchée nous prépare. Elle ignore que la mort est sur son fils. » Voilà ce qu'on disait, sans connaître la vérité. Alors, Antinoos leur adressa ces mots. « Malheureux, évitez ces propos d'arrogance, qu'on n'aille point nous les rapporter là-dedans. Mais levons-nous sans bruit et mettons à exécution le grand projet dont nous sommes tous convenus. » Là-dessus, il choisit 20 des meilleurs guerriers et descendit au prompt vaisseau sur le bord de la mer. On tira tout d'abord le noir navire en eau profonde. On déposa les mâts et les voiles dans le navire. On attacha la rame à l'estrope de cuir. Les serviteurs zélés leur apportèrent les grès. Ils allèrent mouiller au large et débarquèrent. Ayant pris leur repas, ils demeurèrent jusqu'au soir. Cependant, à l'étage, la très sage Pénélope s'était couchée à jeun, lasse de toute nourriture, se demandant si son irréprochable fils fuirait la mort ou s'il serait vaincu par les arrogants prétendants. Toutes les peurs qu'éprouve un lion quand des hommes s'avancent, refermant sur lui le cercle de leur ruse, elle les éprouvait, quand la surprit le doux sommeil. La tête renversée, le corps souple, elle s'endormit. Athéna, dont l'œil étincelle, eut alors une idée. Elle fit un fantôme, tout semblable à une femme. Ephtimée,
elle aussi fille du généreux Icare et femme d'Eumélos, qui demeurait à Phère, et l'envoya dans le palais d'Ulysse pour mettre fin aux pleurs, aux larmes, aux sanglots de l'éplorée et pitoyable Pénélope. Il entra dans la chambre par le trou de la serrure et se tenant à son chevet lui dit ces mots. « Pénélope, tortue, en proie à la tristesse, les dieux heureux ne veulent plus te voir pleurer et t'affliger. Le retour de ton fils peut encore se faire. Il n'est point coupable envers eux. » La sage Pénélope alors lui répondit, qui dormait doucement dans les portes du songe. « Pourquoi, ma sœur, es-tu venue? Car ce n'est point ton habitude, séjournant si loin d'ici. Tu voudrais que je mette fin à ma détresse, à ces soupirs si nombreux, qui m'irritent l'âme et les entrailles. J'avais déjà perdu un noble époux, cœur de lion, que toutes sortes de vertus signalaient chez les Grecs. Un héros dont la gloire emplit l'Iliade et l'Argolide. Maintenant, c'est mon fils chéri qui part sur un navire. Un enfant ignorant les travaux et conseils des hommes. Pour lui, j'ai plus de peine encore que pour Ulysse. J'ai peur, je tremble qu'il lui arrive quelque chose. Soit au pays où il se rend, soit sur les flots. Car plus d'un malveillant machine contre lui pour le tuer avant qu'il n'ait rejoint sa terre. » L'obscur fantôme alors lui répondit. « Rassure-toi, n'écoute point de tels pleurs. Celle qu'il a pour le guider, bien des mortels pourraient la lui renvier. Tant sa puissance est grande. C'est paillasse Athéna. Elle a pris en pitié tes larmes. Elle m'a envoyé ici pour te le dire. » À son tour, la très sage Pénélope répondit. « Si tu es un dieu, ou l'intermédiaire d'un dieu, je t'en prie, parle-moi aussi de l'autre infortuné. Vit-il? Voit-il encore la lumière du soleil? Ou est-il déjà mort et dans les demeures d'Hadès ?» L'obscur fantôme alors lui répondit. « Pour celui-là, je ne puis pas te dire clairement s'il est vivant ou mort. Il ne faut point parler en l'air. » Là-dessus, elle disparut par le verrou dans les souffles du vent. Pénélope se réveilla, et la fille d'Icare sentit son âme rassurée par ce songe si clair, issu du plus pur noir de la nuit. Les prétendants montés à bord cinglèrent sur les voies humides, en secret méditant pour Télémaque un meurtre abrupt. Il est une île rocailleuse en pleine mer, à mi-chemin d'Ithaque et de la rocheuse Samée. Astéris, une petite île avec de bons mouillages à double entrée. C'est là qu'ils s'embusquèrent pour l'attendre.